Manuma contrôle désormais le royaume de Mbeng. Il a éliminé les membres du conseil, hormis le sage Mimbu, ainsi qu'un autre jeune homme qui ont pu prendre la fuite. Ne souhaitant pas s'encombrer de sa sœur aînée, il l'a assignée à résidence dans le palais où ses allées et venues sont étroitement surveillées. Mapena se retrouve maintenant isolée dans une cage dorée. Elle a appris la mort tragique du sorcier Ndokolanda qui l'a aidé dans sa quête de pouvoir. Ce dernier a été retrouvé en putréfaction dans sa case. Le nouveau roi envoie des malabars aux quatre coins de la capitale pour annoncer une allocution royale. Il invite les habitants à venir l'écouter au monument de la Rose. Des immenses télécrans sont installés dans les plus grandes villes du royaume pour retransmettre son discours. Au pied du monument, 5 cercueils abondamment décorés de fleurs sont exposés à la foule. Il s'agit des conseillers assassinés dans l'attaque du palais. La foule nombreuse est interloquée par cette mise en scène. Hommes, femmes et enfants portent des masques en feuilles de bananier et sont espacés les uns des autres par des cercles d'1 mètre de diamètre délimités au sol. Ces recommandations du palais ont été édictées pour l'occasion afin d'éviter les contaminations à la fièvre nanoparticule. Manuma monte alors sur la branche de la parole avec un masque en feuille d'iboga que lui seul a le droit d'arborer. Il a l'air grave et commence son discours. Habitants de Mbeng, cela fait maintenant plusieurs semaines que la fièvre nanoparticule sévit dans notre pays. Vous avez pu constater par vous-même la gravité de cette nouvelle maladie qui provoque une mort fulgurante. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques, aidés par nos amis étrangers, étudient la question avec des résultats que j'espère pour bientôt. Nous vous demandons encore de rester dans vos habitations, d'être patient et de respecter le couvre-feu. Les malabars sont là pour vous aider en cas d'urgence, si vous devez sortir le soir. Et si vous êtes dehors pendant le couvre-feu et sans urgence, vous devrez payer 30 kg de sel. Vous connaissez déjà ces consignes contraignantes, éditées depuis quelques semaines. Cela est fait pour vous protéger, car l'ennemi est là, invisible et prêt à frapper. Je salue vos efforts dans le respect de tout ce qui vous est demandé face à l'épidémie de fièvre nanoparticule. Chers habitants, le royaume traverse ces heures les plus sombres car j'ai autre chose à vous annoncer. Voici les dépouilles de plusieurs de nos anciens, emportés par un mal autrement plus dangereux que la fièvre. J'ai nommé la trahison et l'avidité du pouvoir. Il y a peu de temps, des mercenaires ont attaqué en secret le palais et plusieurs de nos conseillers ont été lâchement assassinés. Je suis au regret de vous annoncer que Mimbu, mon oncle, l'un des aînés les plus respectés du royaume, était à la tête de ce groupuscule. Il est responsable de la mort de nos anciens et a aussi pris la fuite dans l'escarmouche. Nous le recherchons activement afin qu'il s'explique devant le peuple. Cet homme est désormais notre ennemi car il a voulu renverser la tradition en tentant d'éliminer les enfants du roi Jania. Son plan a cependant échoué et il est désormais condamné à mort. Des équipes de malabars le recherchent activement, ainsi que son complice. Si vous entrez en contact avec lui, vous devrez le dénoncer ou le capturer. Sinon, vous serez considérés comme des mercenaires à sa solde. Mapena, ma sœur, présente à mes côtés, a aussi une annonce à vous faire. Chers habitants de Mbeng, je confirme les propos de mon frère. La tradition a été bafouée par notre oncle qui a tenté de prendre le pouvoir et le garder pour lui. Sa manœuvre a cependant échoué, mais a malheureusement coûté la vie à 5 illustres anciens. Mimbu est désormais persona non grata dans notre pays. Quant à moi, je suis choqué par les événements que nous venons de vivre au palais. Je souhaite désormais me consacrer pleinement à rétablir la connexion aux ancêtres et attendre 2 ans avant de commencer mon règne.
J'abdique donc de ma régence avec mon frère Manuma, qui aura 2 ans pour s'exercer tout seul à sa future fonction de roi. Je serai sa conseillère dans l'attente de régner à mon tour dans 2 ans avec le règne des traditions. Le roi Frao aurait été content que son jeune frère si brillant finisse son règne de la rose. Les jeux sont faits, annonce Manuma à la foule, qui est priée de rentrer avant l'heure du couvre-feu. Les premiers vents du soir commencent déjà à souffler. Des malabars masqués circulent dans des véhicules légers dotés d'un canon à gaz. Depuis le début de l'épidémie, ces canons diffusent l'iboga nanoparticules en secret dans la capitale, ce qui infecte et tue les populations à leur insu. Manuma, qui a évincé sa sœur, est le maître incontesté du palais. Il part en voyage au pays du Damerga. Son avion survole une île sur laquelle une immense statue de femme de couleur verte porte une couronne et tient un serpent enroulé à son bras. Une fois sur le tarmac, Mademoiselle Rostal, reine du Damerga, et le prince Vairus du royaume de Kina l'invitent dans le laboratoire P5, situé dans les sous-sols de l'aérogare. Dans ce complexe militaire ultra sécurisé, plusieurs cobayes humains ont reçu une nouvelle génération de puces sous-cutanées diffusant l'iboga nanoparticules. Plus petite, elle se présente sous la forme d'un demi-grain de riz plat qui est inséré sur le dos de la main. Ces puçages guérissent effectivement de la fièvre nanoparticule, mais renseignent aussi sur l'état de santé d'une personne. En plus d'avoir accès au système visuel et auditif des individus à leur insu, ces nouvelles puces P5 peuvent maintenant recevoir des mises à jour informatiques qui contrôlent le métabolisme de l'humain. Sur commande, la vision peut être floutée, la voix désactivée ou la motricité figée. Dans une salle, plusieurs cobayes déambulent tels des zombies en étant désactivés d'une partie de leur fonction corporelle. À travers la vitre, les 3 dirigeants regardent ce spectacle en salivant avec l'air d'enfants qui ont quartier libre dans un magasin de friandises. Avec une telle puce, ce ne sont pas juste les habitants de Mbeng qui pourront être contrôlés, voire possédés, mais le monde entier. Manuma, Rostal et Vairus trinquent à ce nouvel humain P5 qu'ils veulent voir émerger partout sur Terre. Tu as pris du galon, cher confrère, depuis notre dernière rencontre chez Vairus. Je te savais assoiffé de pouvoir, mais là, chapeau. En quelques semaines, tu as mis tous tes conseillers hors d'état de nuire, ainsi que ta sœur. Bravo, Manuma. Avec la diffusion de la P5 dans ta population, tu pourras ainsi tout contrôler. J'ai déjà ici au Damerga plusieurs villes pilotes dans lesquelles les gens se sont rués sur le procédé. J'ai ajouté des options de paiement électronique, d'envoi et de réception de décharges électriques, bref, tout un petit système de gadgets qui ne pourront que s'améliorer. Nous avons toujours été férus de technologie ici. Je suis en effet impressionné, Rostal, par ses prouesses technologiques. Toutefois, le peuple de Mbeng est réticent à faire la grande bascule technologique que j'envisage. Comment leur faire accepter cela sans heurter les traditions? Tu es devenu roi, n'est-ce pas? Alors conduis-toi comme un souverain. Soit tu le leur imposes au risque d'être impopulaire, soit tu le leur administres à leur insu. Personnellement, les deux ont marché ici au pays du Damerga. Manuma passe quelques jours à Wishantan, la capitale du Damerga, et repart avec des containers entiers contenant des micropuces P5. Dès son arrivée, la distribution commencera à l'insu de la population. Et Oni, soit qui mal y pense. Dans la capitale de Mbeng, la fièvre nanoparticule continue de faire des ravages.
Les points de puçage mis en place par le palais se remplissent peu à peu. Les malabars qui tiennent ces stands annoncent qu'un nouveau procédé de guérison révolutionnaire venu de l'étranger est disponible. Appelée la P5 pour puce du Labo 5, elle va éradiquer les contaminations et la maladie. Les personnes qui se présentent malades ou en bonne santé se font insérer cette P5 sur le dos de la main à l'aide d'une seringue spéciale. Depuis quelques jours, avec cette campagne de puçage, les contaminations ont effectivement baissé et les personnes qui contractent la fièvre nanoparticule ont juste un léger rhume. Un centre de contrôle de la population, CCP, a été construit près du monument de la Rose. Le bâtiment contraste avec l'architecture du pays, qui s'immerge dans l'environnement. Ses formes angulaires et sa couleur grise dénotent dans le paysage verdoyant de la capitale. À l'intérieur, des centaines de malabars, hommes et femmes, sont aux commandes de petits boîtiers. Ils surveillent en permanence sur des écrans géants les allées et venues de milliers de personnes ayant reçu la P5. Ils disposent désormais d'espions malgré eux pour traquer Mimbu ou toute personne s'opposant au régime de Manuma. Les malabars et les dikalos sillonnent le pays en incitant les gens à recevoir la P5. Leur accueil est mitigé car la moitié de la population ne voit pas d'un bon œil cette incitation médicale. De plus en plus de témoignages font état de désagréments dus à la campagne P5. Perte de la libido, eczéma, mains qui gonflent, troubles de la vision, membres figés, etc. qui n'arrivent plus à être guéris dans des cases de soins et de régénération. Les valeurs de Mbeng de respect de la nature et du corps humain sont mises à mal par cette technologie qui présente ces désagréments. La P5 commence à être décriée par quelques communautés à travers le pays. Le couvre-feu dure maintenant depuis plus de 6 mois et les mbenguistes en ont assez de rester dans leur maison. La fièvre nanoparticule est en voie d'éradication, alors pourquoi continuer de garder la population sous cloche, pensent certains. Mapena choisit ce moment de tension et de doute au sein de la population pour faire une apparition publique et rassurer le peuple. Elle dit à tout le monde de constater que les cas de fièvre sont de plus en plus bénins grâce à la P5, qui protège maintenant environ 50% de la population. Quand nous serons 3 habitants sur 4 à avoir la P5, on pourra dire adieu à cette fichue fièvre, lance-t-elle à la foule. Pour montrer l'exemple, la gardienne des traditions se fait pucer en public, avec retransmission dans les télécrans. Manuma acclame sa sœur qui montre au peuple qu'on peut allier tradition et modernité sans perdre son âme. Cette tension sous-jacente dans la population, la diminution de la maladie et la fin de la saison des vents forts amène le monarque à décider de la levée du couvre-feu. Toutefois, la population est fortement incitée et dans certains cas contrainte à recevoir la P5. C'est notamment le cas des guérisseurs traditionnels qui ne pourront plus consommer l'iboga et exercer leur talent s'ils n'ont pas reçu la P5. Un nouveau slogan est désormais lisible sur les stands de puçage. Tous pucés, tous P5. Dans la forêt, Mimbu et son jeune compagnon d'infortune, Kona, ont trouvé un abri bien dissimulé du regard des hommes. Une grotte dont l'entrée est cachée par de hautes lianes leur fournit de l'eau douce et des champignons. Mimbu, toujours affaibli par l'attaque en esprit qu'il a subie par le sorcier Ndokolanda, est bel et bien infecté par la fièvre. Cependant, c'est un homme plein de ressources. Les racines d'iboga, de gingembre et les noix de cola qu'il consomme le rétablissent peu à peu. Il est résolu à tirer au clair cette agression du palais. Vêtu d'une capuche et accompagné de Kona, il se rend dans un stand de puçage.
Il veut trouver un moyen de se procurer cette micropuce et de l'analyser. Le lieu est trop bien gardé par les Malabars pour tenter une quelconque action en force. Kona se fait passer pour un malade, accompagné par son père. Il a réussi à s'appliquer une légère couche d'argile rouge sur la main et l'a trempée dans une décoction d'herbes anesthésiantes. Un Malabar lui applique alors le puçage sur le dos de la main. Les deux hommes retournent incognito dans leur repère dans la forêt. Quelques heures plus tard, l'argile fait remonter à la surface de la peau de Kona une micropuce rouge clignotante de la taille d'un grain de riz. Les deux hommes l'enlèvent délicatement. Pour ne pas la désactiver, ils l'insèrent dans un œuf de poule qu'ils colmatent avec une pâte faite à base de feuilles d'iboga. La micropuce reste active dans cet organisme vivant et continue ainsi d'émettre son signal. Mimbu détient les connaissances ancestrales des plantes et du règne animal. Il sait comment les agencer pour invoquer des entités du monde astral en sa faveur. L'œuf de poule est une matrice et peut être programmé en magie. Il peut ainsi porter des sorts et être lancé à quelqu'un ou servir de bouclier absorbant les poisons et les maléfices. L'ancien s'allonge sur une natte et ingurgite un bol fumant d'iboga. Il tient ensuite l'œuf dans une main et sombre dans un profond sommeil. L'œuf devient rapidement rouge vif, puis émet une radiation de nanoparticules dont la décharge se propage jusqu'à la glande pinéale de l'homme. Plusieurs de ces aires cérébrales sont surstimulées, ce qui permet de nouveau la connexion à la prairie des ancêtres. Le procédé a bien fonctionné. L'ancien arrive à rentrer en connexion avec Frao, le roi Janea et bien d'autres ancêtres. Son corps tressaute. Son esprit est heureux de voir ce miracle se reproduire. Des larmes coulent de ses yeux physiques, tandis que les gardiens de la prairie lui expliquent en esprit toutes les pièces manquantes du puzzle. Ils lui montrent comment Frao a été tué, le rôle de Mapena, de Ndokolanda et les manigances que Manuma concocte avec le puçage de la population. C'est la fin de la civilisation du royaume de Mbeng, si rien n'est fait. Les esprits des habitants seront soumis et peut-être à jamais commandés par des petites machines à la merci de personnes peu scrupuleuses. La tradition séculaire sera bafouée, le règne animal, végétal et minéral détruit ou surexploité. Il en sera terminé de la connexion aux ancêtres, de l'utilisation parcimonieuse de la nature comme source de vie. Mimbu, tu iras dans la province de Nasibi et au bord de l'eau, tu rencontreras l'enfant qui s'appelle Alkebulan. Elle aura la vision. La communication avec la prairie des ancêtres s'achève. Mimbu sort de son rêve astral et revient dans son corps physique. Encore ému, il explique à Kona sa vision dans la prairie. Les deux hommes auront besoin de l'aide de toutes les personnes refusant le puçage et prêtes à se battre pour les valeurs de Mbeng. Sans tarder, ils se mettent en route vers la province de Nasibi pour retrouver l'enfant Alkebulan, qui, selon les ancêtres, aura la vision qu'il faut pour le royaume. Cela fait plusieurs jours que Mimbu et Kona, déguisés en marchands, sillonnent le nord du pays à la recherche d'Alkebulan, l'enfant prodigue. Ils font halte près d'une oasis dans un petit village. Ils y rencontrent une enfant d'environ 5 ans qui joue seule à l'ombre d'un palmier. Mimbu croit voir un signe dans cette rencontre car il se rappelle les paroles des ancêtres. Au bord de l'eau, tu trouveras l'enfant Alkebulan qui aura la vision. L'homme se présente à elle et lui demande si le nom d'Alkebulan lui parle. L'enfant, bien que très jeune, porte étrangement dans le regard la sagesse que donne le poids des ans. Elle dit ne pas s'appeler Alkebulan et que son nom n'a pas d'importance.
Elle regarde d'abord les hommes d'un air étrange, puis arrive à lire leurs intentions dans leur champ énergétique. Mise en confiance par la couleur de leurs auras, l'enfant leur dit que son village a choisi de se couper des influences du royaume de Meng depuis quelques générations. Ce village en particulier est l'antre secret de la spiritualité du royaume. Le nom Alkebulan signifie terre-mère et est le vrai nom du pays. La majorité des enfants nés dans la région sont de grands ancêtres réincarnés en maîtres sorciers. L'enfant de 5 ans, qui est extrêmement mature pour son âge, propose aux 2 étrangers l'hospitalité chez sa grand-mère. Le soir même, une vingtaine d'enfants âgés de 5 à 12 ans, venus des environs, sont réunis et assis en cercle autour d'un feu. Mimbu et Kona, fugitifs très alertes, ne les ont pourtant pas vus arriver dans le petit village. Ils ont juste été présents au fur et à mesure autour du feu. Ce sont tous des maîtres sorciers très évolués dans l'art de la magie. Chacun d'entre eux est arrivé d'un bout de la province par les airs sur le dos de son animal totem. L'enfant de 5 ans, qui est à la tête de cette confrérie, a contacté ses pairs par télépathie pour rencontrer les 2 étrangers. Elle décide de prendre le nom d'Alkebulan pour faciliter les échanges avec eux. Mimbu et Kona expliquent à l'assemblée les événements dramatiques survenus au palais. L'assassinat de Frao, la fièvre nanoparticule importée par Manuma, le meurtre des conseillers, le couvre-feu imposé aux populations et pour finir, sa tête mise à prix. Alkebulan prend la parole et explique que bien avant que les colporteurs de messages n'arrivent dans la province, les enfants avaient tous été informés par le biais des animaux de l'épidémie survenue dans la capitale. Ils sont en symbiose permanente avec le règne animal, minéral, les arbres, les ruisseaux et les autres forces de la nature comme les vents ou les nuages. Ces éléments portent tous des messages qui peuvent être interprétés avec un peu d'initiation. Telle était la voie de communication des ancêtres entre eux avant la mise en place de la confrérie des Dikalo, les colporteurs de messages. Dans la province de Nasibi, la plupart des enfants ont gardé ces connaissances occultes. Ils sont en communication permanente avec la prairie des ancêtres et ont vécu tous les événements qui ont affecté le palais. Ils proposent leur aide aux 2 hommes, en tant que gardiens de la spiritualité du pays d'Alkebulan. Les 2 hommes, pourtant expérimentés dans la magie, sont fortement impressionnés, voire intimidés, par cette assemblée de maîtres sorciers ne dépassant pas 12 ans. Il est temps de révéler à Mimbu et à Kona leurs 2 animaux totems qui leur permettront de se déplacer en corps et en esprit dans les airs. Alkebulan, haute comme 3 pommes, leur donne un bout de champignon à mâcher et leur demande de s'isoler près d'une source d'eau. Ils feront chacun la rencontre de leur animal totem, qui est un protecteur et un guide. Lorsque l'animal totem se présente à son hôte, il a sa forme et sa taille naturelle, mais peut également devenir miniature, gigantesque ou changelin, selon ses besoins. Il appartient à la fois au monde des esprits et au monde physique des humains. Mimbu ferme les yeux et sent immédiatement une main velue et puissante se poser sur son épaule. Il peut clairement voir dans son esprit le puissant gorille à dos argenté qui l'accompagnera désormais dans toutes ses batailles. Kona sent monter le long de son bras une bête poilue avec des crochets au bout des pattes. Il fait la rencontre de la mygale noire, qui sera son arme secrète. Les 2 hommes ouvrent les yeux et trouvent à leurs pieds un petit caillou noir de la taille d'un noyau d'olive. Ils devront toujours l'avoir sur eux et le mettre sous la langue pour appeler leur totem. Alkebulan appelle son totem et un crocodile sorti des buissons se dirige vers la fillette. Elle le chevauche et toute l'assemblée fait de même avec son totem.
La décision est prise de s'emparer de la capitale d'Mbeng et de rétablir l'ordre des choses jusqu'au nom du pays qui s'appellera désormais Alkebulan. Sous un ciel étoilé, les guerriers sur leurs montures totem s'envolent dans les airs en direction du palais. Un affrontement entre magie noire et technologie est sur le point d'éclater. Alkebulan et sa troupe d'une part, et Manuma d'autre part, qui détient la redoutable technologie des puces P5.